pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 26 novembre 2020. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi, dont voici le sommaire. Pierre Buyoya, ancien président burundais, déclare avoir démissionné de son propre gré du poste de représentant de l'Union africaine au Mali et Sahel pour se consacrer à sa défense contre le procès dernièrement rendu par la justice burundaise. En page de sécurité, une élève est morte et 8 autres sont grièvement blessés suite à l'écroulement du mur d'une classe à l'école fondamentale du camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Au camp de Nakivale en Ouganda, on parle de violence économique. Une des violences est basée sur le genre dont sont souvent victimes les femmes réfugiées de ce camp. Onésime Dushimagizeta à la présentation de ce magazine. D'ici Kabera et Mesteve assure la mise en onde. Débutons ce magazine par le chapitre politique. L'extension du recensement des travailleurs au secteur privé démontre que le gouvernement du Burundi aurait des visées alarmantes. C'est du moins l'avis de Denis Ndaishemeza, vice-président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Cet activiste des droits de l'homme explique également qu'il est inconcevable de lancer un fichage ethnique pour des postes ethniques, plutôt des postes techniques, au moment où la Constitution du Burundi prévoit l'évaluation visant la suppression ou la prorogation du système de quotas ethniques dans la sphère politique. Suivez Denis Ndaishemeza, vice-président du FOCODE. On a besoin de recensement, de connaître combien de travail peut-être le gouvernement a, mais aussi connaître toute la population, les besoins. Mais la question du fichage ethnique qui apparaît à travers le questionnaire du recensement des fonctionnaires de l'État que l'État burundais est en train de faire et qui d'ailleurs a été étendu aux travailleurs des entreprises et privées, c'est une question vraiment qui soulève beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que vraiment l'ethnie a affaire dans les emplois? Ce recensement vise tous les emplois de l'État, sans distinction aucune, et même ceux des entreprises privées. C'est-à-dire que ce ne sont pas du tout les emplois politiques qui sont visés, ce sont surtout les emplois techniques. Alors, les emplois techniques ne sont aucunement concernés par les questions d'ethnie. Quelqu'un est recruté exclusivement sur base des compétences. D'où alors des inquiétudes à propos de la finalité de ce recensement. Ce sont des inquiétudes sur l'usage que le gouvernement va faire des données qu'il est en train de collecter. Alors, l'article 289 de la Constitution de 2018 stipule qu'il est donné au Sénat un délai de 5 ans pour vérifier si il reste nécessaire de maintenir ou bien d'enlever la question des équilibres ethniques dans certaines institutions de la République comme le gouvernement et le Parlement. Alors, si le gouvernement lui-même veut retirer les équilibres ethniques au niveau des institutions politiques, pourquoi alors faire ce fichage ethnique au niveau des emplois techniques? Il y a un hic, donc le gouvernement devrait couper court, sinon éviter ces questions parce que ça risque de causer des problèmes de l'insécurité dans le pays. Denis Ndaishemeza souligne également que le fichage ethnique soulève d'innombrables inquiétudes, surtout que la région du Grand Lac a connu des troubles basés sur l'ethnie et appelle les partenaires du Burundi à veiller à ce que leur appui ne contribue pas à semer le chaos dans le pays. La question des ethnies dans cette région, c'est une question hyper sensible. Si vous voyez la tragédie que cela a causé au Rwanda en 1994, vous savez que ça avait commencé avant, ou même sur les identités, on mettait l'ethnie de quelqu'un. Ce qui est vraiment inquiétant pour le cas du Burundi, où nous savons que même l'accord d'Arusha a bien défini que le conflit burundais est un conflit politique, mais avec vraiment des implications ethniques très profondes, où les ethnies ont toujours été utilisées pour diviser les gens, ont toujours été utilisées pour privilégier les uns et exclure les autres. D'où alors cette question
qui est vraiment une question sensible, devrait être évitée à tout prix par le gouvernement du Burundi. Il y a des organes ou bien des institutions qui sont interpellées ici, c'est notamment l'Ombudsman de la République. Il voit que la question est en train de soulever des questionnements au sein de la population. Il reste silencieux. Il y a la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH. Cette commission voit que les droits des citoyens, des employés, est en train d'être bafoués par la collecte des informations très sensibles, des informations secrètes, mais nous n'avons pas encore entendu la CNDH s'exprimer à propos de la question et dire au gouvernement que cela ne passe et ainsi ramener à la raison le gouvernement. Et pour rappel, le recensement général des fonctionnaires de l'État qui comporte cette identification ethnique a été clôturé au début de ce mois de novembre. Le gouvernement avait expliqué qu'il voulait mettre à jour les données sur ses salariés. En décidant d'étendre au secteur privé et para-étatique, le gouvernement a renforcé les inquiétudes des uns des autres, trouvant la justification incohérente. Ce recensement n'a pas encore commencé pour ces deux derniers secteurs. Toujours en page politique, Pierre Buyoya, ancien président burundais, déclare avoir démissionné de son propre gré du poste de représentant de l'Union africaine au Mali et Sahel, poste qu'il occupait depuis 8 ans. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi au Mali, Pierre Buyoya a expliqué qu'il ne veut pas être source de problèmes pour son employeur qu'est l'Union africaine et qu'il a besoin de suffisamment de temps pour se consacrer à sa défense contre le procès dernièrement rendu par la justice burundaise, un procès de tir qui ternit son image. Suivez Pierre Buyoya, ancien président de la République du Burundi. De mon propre gré, j'ai décidé de remettre ma démission au président de la Commission de l'Union africaine en tant que haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. À mon âme et conscience, j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir toute la liberté de me défendre et de laver mon honneur malgré les multiples entraves. J'ai dit je vais continuer à me battre, mais je me battrai à partir de l'endroit où je pense qu'il est plus efficace de le faire. Je n'ai pas encore choisi à partir de quel endroit j'aurai le temps de le faire. Aussi, quand on est dans cette situation, on prend le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on fait si on demande de l'asile politique. Alors je suis dans ce processus de réflexion. Il n'y a aucune décision prise à ce sujet. Pour exercer les fonctions qui sont les miennes, il faut avoir ces capacités entières au niveau physique, au niveau moral. Et quelque part, les gens qui vous mettent dans cette situation vous enlèvent certaines de ces capacités. Cette situation peut aussi gêner mon organisation. Et à plusieurs reprises, j'avais dit au président de la commission, à mes chefs, que moi, je suis venu à l'Union africaine pour aider à résoudre les problèmes et non pas pour être source de problèmes. Ni pour l'organisation, ni pour les autorités qui m'ont fait confiance. Pierre Buyoya a été condamné à perpétuité à la fin octobre 2020 par la Cour suprême du Burundi pour assassinat de son successeur, le président Melchior Ndadaye. Pierre Buyoya a écopé de cette peine de même que d'autres autorités politiques et des corps de défense et de sécurité dans son régime. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwacu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Sécurité à présent, une élève est morte et 8 autres sont grièvement blessés suite à l'écroulement du mur d'une classe
à l'école fondamentale du camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie. Jusque dans l'après-midi, la police était encore à la recherche d'autres victimes. Et le point avec Vicky Christelineret. Cet incident s'est produit au moment de la dispensation des cours. Selon notre source au camp de Nduta, le mur qui sépare les deux classes de l'école fondamentale de Nduta s'est écroulé subitement, faisant un mort et des blessés. Les victimes sont des élèves qui s'assoient dans les places de devant. Ce mur séparait les salles de classe de A et B. Jusqu'à présent, nous sommes déjà au courant que 8 élèves ont été blessés et un cas de décès. Mais il y a d'autres qui seraient encore sous les décombres. La police est dans l'opération de les déterrer afin de les évacuer. Notre source d'Assokan ajoute que ceux qui ont été blessés sont dans un état critique. Ils ont été grièvement blessés. Il y en a ceux dont les yeux ont été gravement endommagés, d'autres les bras et les jambes ont été cassés. Nous trouvons que nombreux parmi eux deviendront des handicapés. C'est très grave. Ce mur serait tombé suite à des eaux de pluie qui seraient infiltrées dans les briques, surtout que les murs de cette école sont construits en briques adobe. Autre chose, c'est que les bâtiments de cette école sont vieux car ils ont été construits en 1993 lors du premier accueil des réfugiés burundais d'Assokan. Eh bien, merci Vicky Christelineret. La violence économique est l'une des violences basées sur le genre dont sont souvent victimes les femmes réfugiées du camp de Nakivale en Ouganda. Certains maris gaspillent l'argent ratio donné par le HCR. Un comportement à l'origine des divorces dans ce camp. Partazar Mibour. Certaines femmes réfugiées au cas de Nakivale indiquent que souvent la femme et son mari sont enregistrés sur le même statut de réfugiés. Et lorsque le HCR distribue aux réfugiés l'argent destiné à l'achat de vivres, c'est le mari qui va prendre cet argent. Mais il arrive qu'il n'amène pas la totalité du montant dans la famille, ce qui crée des disputes. Des fois, la femme et son mari se disputent suite au montant que le HCR leur donne. La femme demande la gestion car c'est elle qui achète des vivres. Le mari, quand il reçoit cet argent, il va voir ses amis et leur achète d'abord des boissons et les disputes commencent dans le ménage. Ces femmes du camp de Nakivale disent aussi qu'il y a des hommes qui vont chercher de l'emploi en dehors de ce camp, mais certains ne reviennent plus à la maison. Dans ce cas, la femme éprouve des difficultés pour subvenir seules aux besoins des enfants. Un homme peut décider d'aller chercher un emploi et il ne revient pas. Il laisse sa femme et ses enfants. Il arrive qu'il laisse une femme enceinte. La femme met au monde et l'enfant peut atteindre l'âge de 3 ans sans que son père soit de retour. C'est aussi une forme de violence à l'égard de la femme car c'est elle qui est victime des difficultés qui résultent de cette situation. Elle s'occupe seule de la survie des enfants du fait que son mari l'a abandonnée. Ces femmes burundaises réfugiées au cas de Nakivale en Ouganda racontent leur calvaire au moment où le monde a débuté depuis ce mercredi les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement du Burundi a reçu un don de 20 550 000 dollars américains qui sera utilisé pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour 2 700 000 personnes installées dans des provinces du nord du Burundi, à savoir Kirundo, Muyinga et Ngozi. Cette aide a été accordée ce 25 novembre par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD et ce projet qui s'étendra sur une période de 5 ans de 2020 à 2025 prévoit également de réhabiliter les marais et bassins versants afin d'améliorer le secteur agricole. Dernière nouvelle de ce magazine, grogne des habitants de la commune Giteragny en province Muyinga suite à la hausse des prix des denrées alimentaires. Une hausse consécutive à l'augmentation des taxes par l'administration locale. Reportage signé Rachel Kagissi. Depuis la mesure de revoir à la hausse les taxes, les habitants de la commune Giteragny en province Muyinga ne décolèrent pas. Et pour cause, les prix de presque tous les produits alimentaires ont vertigineusement grimpé. Cet habitant qui s'approvisionne au marché de Louzo nous parle de quelques denrées pour lesquelles les prix ont été majorés.
Avant cette mesure, un régime de bananes s'achetait à 3 000 francs burundais. Mais aujourd'hui, 5 pièces de bananes se vendent à 1 000 francs bout. Un tas de patates douces est passé de 200 à 1 000 francs burundais. Quant aux poissons en provenance du lac Gweru, les vendeuses de la place les vendent à 5 000 francs burundais le tas, alors qu'avant, on pouvait avoir la même quantité de poissons à 1 500 ou 2 000 tout au plus. Tout ça à cause de cette surtaxation. Il n'y a pas que les aliments qui sont concernés par cette surtaxation. En effet, le petit et le gros bétail sont également touchés par cette mesure. Bref, toute activité génératrice de revenus n'échappe à cette nouvelle réglementation des conducteurs de taxi-vélo et motos aux boutiquiers, en passant par les tenanciers. Étant les premiers à en subir les conséquences, les habitants de la commune Égité-Elani demandent au gouvernement de surseoir à cette mesure, surtout en ce moment où ils mènent une vie précaire. Pour rappel, à part le secteur agricole, cette mesure entrera en vigueur à partir du mois de janvier prochain pour les autres secteurs. Eh bien, merci à toi, Rachel Kagissier. Merci, mesdames et messieurs. C'est parce que prend fait ce journal. Merci aussi à Rissi Kabera et Mesti Venyunge pour leur bonne collaboration technique. Onésime Dushimagizé, j'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.